J'ai prévu une présentation pour à peu près 50 minutes, donc je vais aller très vite. Alors, je vais essayer, il y a peut-être probablement des petits passages que je vais sauter pour essayer d'aller à l'essentiel. C'est une présentation que j'ai faite explicitement pour ce soir, donc pour essayer de à la fois démystifier un petit peu ce qu'on peut entendre quand on entend parler d'intelligence artificielle et en même temps alerter. Donc quand on a échangé avec Madame Daran sur la présentation, je dis je vais faire une présentation alarmante et alarmiste. On verra comment elle sera perçue par l'audience. Et donc oui, effectivement, je suis professeur à l'Université Côte d'Azur, j'enseigne à Polytech en informatique et en ATAPI, et je suis membre du laboratoire d'informatique de l'université. Je ne suis pas encore une RIA, mais je suis dans le processus de création d'une équipe RIA. Une RIA est un institut indépendant des laboratoires de l'université, c'est comme le CNRS ou l'INSERM, mais c'est une entité indépendante, mais qui a un certain nombre de laboratoires joints, tout comme l'INSERM, le CNRS, etc. Et je suis exactement, comme Madame Daman l'a mentionné en introduction, je viens d'être nommé en octobre responsable des actions pour les grands investissements d'État, donc tous les plans IA, tous les gros investissements dont vous entendez parler, et responsable scientifique pour l'IA à l'ANR. Donc on est très nombreux, on est un. Donc tout ce qui concerne l'IA aujourd'hui m'occupe 2 à 3 jours par semaine à Paris. Et en particulier la création du Santé Data Hub qui a été mentionné juste avant. C'est des questions très critiques. On est filmé, donc il y a un certain nombre de choses que je dirai en off, mais que je ne mentionnerai pas sur ces questions-là. Le premier objectif de cette présentation, c'est de vous expliquer que nous sommes très loin de ça. D'accord ? On entend parler un certain nombre de gens qui ont l'accès aux médias, par exemple Laurent Alexandre, enfin les gens que vous voyez sur beaucoup de chaînes, laissent sous-entendre que des choses comme ça sont à portée d'ordinateur ou à portée de laboratoire de recherche farfelu. On est très très loin de tout ça. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais si dans les questions plus tard on reviendra là-dessus, j'expliquerai pourquoi on est très très loin de tout ça. Je vous expliquerai en revanche qu'on est plus proche de ces choses-là. Voilà. Donc on travaille avec Renault sur Sophia Antipolis, qui a un gros labo sur les voitures autonomes. Et on va voir comment les algorithmes, les méthodes que je vais vous présenter, elles servent à la fois à détecter les piétons, les panneaux de signalisation, les feux de circulation. Elles permettent aussi d'appliquer à des images un style de peintre, par exemple là, Picasso. Donc là, c'est un film. Et on va lui appliquer le style Picasso et on va pouvoir appliquer le style graphique de cette œuvre d'art à un film. Vous avez peut-être entendu parler, il y a de plus en plus de fake movies où les acteurs, le visage est remplacé par une autre personne. On peut faire dire ce qu'on veut à Trump, à Donald Trump, en mimant ce qu'il dit, en ayant un film qui a l'impression de vraiment avoir capturé une interview tout à fait farfelue. On n'a pas besoin de ça d'ailleurs. Et donc pourquoi je suis là ce soir, c'est parce que je travaille sur un certain nombre de projets, du multimédia, du texte avec les collègues linguistiques du laboratoire linguistique de l'université et aussi beaucoup en médical, et qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont directement concernées, qui viennent du CHU, qui sont directement concernées par les activités dans le domaine médical. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que ces choses-là seront aux portes de vos métiers si elles ne le sont pas déjà. Par exemple, la communauté de la Société française de radiologie a décidé en juin dernier la constitution d'une énorme base de données de 500 millions de 500 000 radiologies avec comptes rendus médicaux, justement pour nourrir les algorithmes dont je vais parler, les méthodes dont je vais parler, et avoir une méthodologie française pour ces choses-là, parce que c'est crucial en termes de souveraineté nationale pour l'accès aux soins et les futures méthodologies qui vont être mises en œuvre pour vous soigner, pour détecter vos pathologies. Alors je vais essayer d'être le plus synthétique possible. J'ai caché sous le tapis tout ce qui est maths, théorie, en fait toutes les choses sophistiquées, j'ai essayé de le rendre accessible. N'hésitez pas à m'interrompre, même si on est dans 20 minutes, j'essaierai d'être très direct sur les réponses pour essayer de clarifier s'il y a des points qui ne sont pas clairs. Alors cette slide qui est l'exemple même de ce que l'on dit à nos étudiants de ne pas faire, pleine de textes qui est impossible à lire dans le temps où elle est présentée, elle vise juste à bien préciser 2 choses, et ça rejoint ce que je disais sur Robocop au début. Il y a en gros eu 2 vagues d'IA autour de l'intelligence artificielle. La première était à la fin des années 50, à l'après-guerre, et elle s'appuie sur plutôt ce qu'on va appeler le top-down ou knowledge-driven AI, c'est-à-dire l'observation macro de ce qu'on pourrait caractériser de l'intelligence artificielle,
et la formalisation, la modélisation sous forme d'algorithmes, de recettes, de méthodologies. C'est comme ça que sont apparus les modèles de colonies de fourmis, de essaims d'abeilles, algorithmes génétiques, etc., qui étaient en fait l'issue d'une observation humaine de ce que l'on pouvait rattacher à l'intelligence. Je mets des guillemets de façon très visuelle et pas orale, mais parce que déjà caractériser ce que c'est que l'intelligence, je pense que c'est un petit peu compliqué. On n'a pas le temps ce soir de s'attaquer à ce problème-là. Je pense qu'on aurait besoin de plus d'une soirée. Mais donc, à cette intelligence artificielle était calqué et cherché à faire une analogie avec les modèles globaux, macro, que l'on pouvait observer autour de nous. Il y a une deuxième vague qui est issue plutôt des années 80, qui correspond à la numérisation des données, qui en fait marquée historiquement par la numérisation des centraux téléphoniques, qui étaient au départ des bâtiments énormes avec des aiguillages, façon aiguillage ferroviaire, qui faisaient la connexion électrique entre l'interlocuteur niçois et l'interlocuteur brestois. Il y avait une vraie ligne physique électrique qui était connectée. Pour les plus vieux d'entre nous, puisque j'ai connu ça aussi, c'est quand on entendait, quand on se connectait, c'était des aiguillages tout au long de la France qui se connectaient pour faire la connexion physique entre vous et l'interlocuteur. Puis quand le nombre de téléphones a explosé, ça ne pouvait plus avoir des aiguillages partout, des bâtiments, des centraux téléphoniques partout, et donc on a numérisé les communications, et ça a été le point de départ. Après ça, vous avez la numérisation des photos, la numérisation des documents textes, etc. Et ça amène la deuxième partie qui est cet énorme volume de données numériques qu'on a appelé récemment le big data et qui après a été exploité par les méthodologies mathématiques que je vais survoler rapidement et qui donnent les résultats qu'on a aujourd'hui sur les voitures autonomes, les algorithmes qui vont investir les CHU dans les années à venir, etc. etc. Pourquoi, quand on parle d'IA, c'est compliqué? Qu'est-ce que c'est que caractériser l'intelligence artificielle? C'est parce qu'en fait, c'est ce que j'ai évoqué un tout petit peu juste avant sur caractériser l'intelligence. Il y a un petit peu un fantasme humain sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence, comment caractériser l'intelligence. Donc, vraisemblablement, dès ce que j'ai entendu dans les médias, jusqu'il y a 5 ans, l'intelligence humaine était mesurée sur la capacité à gagner au jeu de Go. La preuve en est que quand un ordinateur a battu le champion au jeu de Go, c'était tremblement de terre, l'humain n'était presque plus intelligent. Donc là, ça pose vraiment la question de comment on caractérise l'intelligence. Et je n'ai pas la réponse aujourd'hui. En plus, comment on la mesure? Est-ce qu'on mesure l'intelligence émotionnelle? Je ne sais pas la mesurer. Comment on mesure l'intelligence sociale? Donc là, il y a un flou artistique, et ce flou, il entretient les messages marketing d'un certain nombre d'entreprises qui surfent sur cette vague-là de « on fait de l'IA ». Et en particulier, il y a un phénomène qui a été théorisé il y a 50 ans, donc c'est pas d'aujourd'hui cette question, qui est l'effet IA, et on sort du domaine de l'IA quelque chose qui devient commun. Par exemple, parce que quand vous rentrez dans votre voiture et que vous allumez votre GPS, vous avez l'impression d'allumer une IA qui va vous guider sur la route. Probablement pas, non seulement parce que plusieurs fois vous avez eu des chemins alternatifs que vous trouviez bien plus intelligents que cette machine, voire elle vous a amené dans le bouchon parce qu'elle n'avait pas l'information. Donc là, tout de suite, vous avez considéré que cet appareil-là n'était pas libre. Pourtant, d'un point de vue scientifique, les questions qui sont posées, calculer le meilleur chemin sous des contraintes, ça correspond exactement à un problème d'IA. Et les GPS d'aujourd'hui ne sont pas parfaits parce que le problème n'est pas résolu. Pas plus qu'il est résolu pour les échecs, pour le jeu de Go, etc. Donc, il y a ce flou sur l'IA qui fait qu'on peut vous vendre du produit, on peut vous vendre du rêve sur ce qu'on fait en IA. Donc, ce que je vais essayer aujourd'hui, c'est dans le temps qui reste, de vous démystifier tout ça, fantastique, il faudra que j'aille encore plus vite. Les thématiques, la raison pour laquelle je viens parler de deep learning, c'est que si vous regardez l'importance dans les recherches de Google, dans les thèmes importants sur Google sur les 5 dernières années, je m'arrête en 2015, mais en fait, la ligne jaune qui est du deep learning ici rejoindrait même le rouge. En fait, vous voyez que l'intérêt sur le web, quel que soit l'utilisateur, a explosé sur ces problématiques-là. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'IA aujourd'hui ou quand on fait du machine learning, si vous avez entendu ce terme-là? En fait, on essaye juste de répondre à une question simple du style « est-ce que je peux détecter des visages ?» Ce que vous avez dans votre appareil photo ou votre téléphone portable pour détecter les visages, c'est de l'IA et c'est du machine learning. C'est-à-dire qu'on va dire à un ordinateur, votre téléphone, je veux détecter les visages et pour ce faire, je vais te donner plein d'exemples de ce qu'est un visage dans une image comme ça. De la même façon, je veux parier, gagner au paris sportif et parier sur le prochain score de l'OGC Nice lors de la prochaine victoire, lors de la prochaine journée.
je vais entraîner une machine qui va, sur la base de tous les résultats historiques, de tous les résultats de la saison, éventuellement des saisons précédentes, prédire quelle est la chance que Logiciel Tennis gagne au prochain match. Il y a une start-up qui vient de se lancer à Rennes exactement sur cette thématique. De la même façon, quand vous parlez à votre téléphone, de la même façon pour les gens de ma génération ou plus anciens, vous avez peut-être connu les logiciels de dictée vocale qu'il fallait entraîner pendant 1 heure, 2 heures pour qu'ils aient à peu près une reconnaissance de ce que vous disiez. Aujourd'hui, vous achetez un téléphone, vous dictez un SMS dans l'appli SMS, il n'a jamais entendu votre accent, il ne vous connaît pas, et ça marche magnifiquement. Le même téléphone, vous le passez à votre conjoint, votre conjointe, votre petit frère, votre petite sœur, de la même façon, il reconnaît, alors qu'on a changé de persona, on a changé de persona, on a changé d'utilisateur. Et en fait, tous ces modèles-là, c'est exactement la même méthodologie qui est derrière, et la façon de les apprendre, c'est de fournir des exemples. Je donne un son, je fournis la phrase transcrite. Et si je fournis suffisamment de paires son, dictée vocale, phrase traduite, phrase transcrite, alors je vais pouvoir entraîner une machine. Alors parmi toutes les machines qui permettent de faire ça, il y en a plein, et dans les labos on s'intéresse à plein de méthodologies. La façon de relier mon image au visage ou mon son à la phrase transcrite, ben, je peux suivre plein de ces chemins-là, et je vais juste évoquer les réseaux de neurones ce soir, puisque c'est ce qui a le vent en poupe aujourd'hui. Mais il y a plein de modèles qui permettent de faire ça. Alors, la première chose que je vais faire, je vais gagner du temps sur ça, je reviendrai éventuellement dessus, c'est ici expliquer que quand on fait des réseaux de neurones dans un laboratoire d'informatique, on ne fait pas du neurone biologique. Donc tous les messages marketing qui disent que quand je fais du réseau de neurones artificiel, quelque part je modélise le cerveau, c'est de la fumisterie. D'accord? C'est du marketing. Un modèle biologique qui est ici, il est très sophistiqué. Ce que les informaticiens en ont fait, c'est cette fonction-là. Clac, clac, clac. Vous voyez que par rapport à ce qu'on a ici, où l'information de temps qui est ici montre la variation dans le temps, là on est sur quelque chose de très basique. D'accord? Donc quand on fait du réseau de neurones artificiels en informatique, on ne modélise pas le cerveau et on en est très loin. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va faire du réseau de neurones en informatique? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des modèles très simples. Un neurone en informatique va chercher des séparations linéaires. Donc là, ici, je veux mettre les points verts d'un côté de la droite et les points rouges de l'autre côté. Ça, c'est un neurone informatique. Donc vous allez dire, mon problème, cancer, pas cancer, c'est une droite. Alors pour tous les gens qui ont un tout petit peu de connaissances en médecine dans la salle, vous voyez bien que la vie est rarement linéaire. On a rarement tous les cancéreux d'un côté, tous les malades d'un côté, tous les patients sains de l'autre. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'utiliser un neurone, un modèle comme ça, on va les mettre en réseau. Et donc le premier modèle, il va me faire une séparation comme ça, les points verts sont d'un côté, les points rouges sont de l'autre, et puis un autre neurone va me faire cette séparation-là. Aucune des deux n'est parfaite, mais combinée avec un réseau de neurones, je vais avoir une séparation qui va être de plus en plus efficace. Comment je trouve ces séparations? Comment je sépare ma figure en rouge, bleu et en haut, en bas, pour avoir la belle décision? Ben, je donne des exemples. Donc je vais fournir en entrée ici un certain nombre de cas de patients, et ici les entrées vont être vos constantes, vos tests biologiques, votre pression artérielle, etc., que sais-je, votre PSA. Et vous allez avoir toutes ces informations ici, et la sortie du réseau de neurones, ça va être sain ou malade, ou potentiellement sain, potentiellement malade, avec un score de confiance dans la décision. Et si vous avez suffisamment de patients, ben vous allez pouvoir arriver à avoir un modèle ici qui va vous faire une prédiction avec une certaine qualité sur le risque que vous avez d'être atteint ou pas par un cancer. Évidemment, plus le problème est compliqué, plus ce qu'on va vouloir faire, c'est faire un modèle ici très sophistiqué, beaucoup de neurones, beaucoup de couches, beaucoup de complexification, beaucoup de décisions linéaires comme ça, qui chacune vont faire une petite variation et vont permettre à la fin d'avoir un modèle très sophistiqué. Alors, contrairement à ce qu'on peut entendre par des collègues du style Laurent Alexandre, par des journalistes, des gens des médias du type Laurent Alexandre ou d'autres, ces modèles-là ne sont pas du tout des boîtes noires. Moi, je sais exactement les mathématiques qu'il y a derrière et je suis capable de vous les expliquer. Pas en 20 minutes, mais je suis capable de vous les expliquer. Et on a des résultats, vous voyez, 86, ça date un peu, qui montrent qu'un modèle très puissant comme ça, très gros, qui me résout un problème avec une qualité satisfaisante, eh bien, par exemple, si il me prédit ma pathologie avec une qualité de prédiction qui me satisfait, je voudrais simplifier le réseau en enlevant une couche de neurones comme ça, eh bien, je vais être obligé d'augmenter mes couches de neurones à l'infini. Pour enlever seulement une, avoir la même qualité de prédiction sur la même pathologie, il va falloir que j'augmente les couches restantes de façon infinie. On garde ça dans un coin.
Deuxième résultat, proposé en 89 par un mathématicien russe, qui dit si j'ai un réseau avec une seule couche infinie, il a démontré en 89 que ce réseau-là résout tous les problèmes de l'univers. La prédiction du score de l'équipe de l'OGC Nice au week-end prochain, votre risque d'avoir une pathologie ou autre, la détection du feu de signalisation dans la voiture, etc., etc. Tout ça est résolvable avec une erreur nulle, une prédiction parfaite, avec un réseau qui n'a qu'une seule couche intermédiaire ici. On prend les slides précédentes qu'on a mis dans un coin, on prend cette chose-là. Ça veut dire que cette chose-là, c'est l'erreur zéro, c'est mon objectif, mon Graal. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire cette couche infinie, parce qu'infinie, je ne sais pas trop bien l'implémenter, je ne sais pas trop bien la mettre dans un ordinateur, et je vais mettre plein de couches. C'est le deep learning. Vous avez tout. On a ce résultat-là de 89, puisqu'il suffit d'empiler des couches pour pouvoir les réduire, de passer à l'infini à une taille raisonnable que je peux faire coder par mes étudiants, et je vais aller vers cette chose-là. Donc, beaucoup de couches, d'où le nom Deep Learning. Deep pour profond, il y a beaucoup de couches. Alors, les premiers résultats théoriques ont été proposés en 2006, simultanément par 3 équipes qui ont proposé 3 architectures différentes. J'en évoquerai qu'une ce soir. Mais il faut savoir que quand on entend parler de deep learning, derrière il y a plein de modèles, il y a plein d'équipes, il y a plein de choses différentes. Le terme deep learning, c'est à nouveau une espèce de nuage dans lequel on cache plein de choses pour avoir l'impression qu'on est à la mode, mais en fait il y a beaucoup de choses cachées. Si on ne va pas plus loin, en général, on n'est pas expert du domaine. Et donc, ils ont proposé 3 architectures différentes, et la raison pour laquelle le deep learning a été popularisé en médecine, popularisé en plein de domaines, c'est à cause des petits résultats qui sont en bas. Donc en 2009, dans le domaine du son, de la reconnaissance vocale, il y avait une compétition du type Jeux Olympiques de la reconnaissance de son, dans lequel il y avait plusieurs épreuves, comme aux Jeux Olympiques. Savoir dans une salle comme ça, avec des micros, où tout le monde serait en train de parler, qui parle, reconnaître la langue, éventuellement reconnaître ce qui est dit, traduire le son en texte, etc. Jusqu'en 2009, sur les 20 années précédentes 2009, depuis 89 à 2009, toutes les équipes dans le monde qui travaillaient sur ce sujet-là utilisaient un certain type de modèle, très fait à la main, très calqué sur l'analyse du son. En 2009, la première équipe ici est arrivée avec un modèle de réseau de neurones, comme je l'ai expliqué, pas du tout d'analyse du son dedans, juste ces principes de je découpe en deux à plein d'endroits, je fais des corrélations, je corrèle mes corrélations, etc. Et chaque année depuis 89, la meilleure équipe gagnait 1% sur l'année précédente. Chaque année, en 89, les équipes étaient à peu près à 38% de reconnaissance, l'année d'après, la meilleure équipe était à 39% sur les données qui étaient fournies, etc. etc. En 2009, cette équipe-là, ils ont gagné 24% d'un coup, 24 ans de progrès en une année avec ce type d'architecture. En 2011, il s'est passé la même chose sur le texte. Vous découpez des données textuelles avec ces droites linéaires, ce qui n'a rien de linguistique, pas d'analyse textuelle, pas d'analyse de la langue, du sens, de la syntaxe, de la grammaire, 15% de mieux que tous les linguistes et toutes les méthodes basées linguistiques. En 2012, l'année que j'appelle l'année du drame, c'était la même chose en images. Donc moi j'étais avec 3 doctorants en train de travailler sur ces histoires d'images. On faisait des choses à la main, les images c'est des pixels, c'est des contours. La troisième équipe est arrivée avec ses réseaux de neurones, des neurones de partout, et ils nous ont mis 20%. Donc comme mes thésards, quand on gagnait 0,5%, c'était champagne. Quand on est arrivé à cette compétition et puis qu'eux sont arrivés avec 20%, tout le monde s'est mis à pleurer, on s'est posé la question de si on continue ou pas. On s'en est remis, puis du coup on s'est mis au deep learning. Et donc ce qu'il y a derrière ces méthodes-là, ce qu'il y a quand même derrière cet aspect, entre guillemets, je veux dire magique, c'est le fait que ce qu'on va faire dans les réseaux, ce qu'ils ont apporté dans les réseaux, c'est de mettre de la structure. On a toujours cette idée de mettre plein de couches, plein de connexions, plein d'intercorrélations linéaires très simples, mais combinées ensemble font des choses compliquées. Mais on ne va pas le faire de façon aberrante, on va le faire de façon structurée. Et la première idée de structure qui a été proposée par l'équipe, la dernière équipe sur l'image, ça a été d'essayer de calquer le modèle biologique. L'analyse du cortex visuel des mammifères, qui était connue depuis les années 60, on sait qu'elle est structurée par d'abord extraire des choses très simples, des contrastes, des contours, des coins. Après, on passe à des formes, quand on rentre dans le cerveau un peu plus loin, le cerveau des humains, on va se détecter des formes un peu plus complexes, jusqu'à aller vers la forme abstraite d'un objet, quand on est vraiment dans l'RV4MT du cerveau. Et donc, c'est en s'appuyant sur ce type de structuration qu'ils ont décidé de structurer les réseaux de neurones, les différentes couches, qu'ils ont décidé de structurer ces zones-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont calqué
Ça, c'est dans le modèle du chat, on a ce type d'extraction d'informations et d'agrégation. C'est exactement ce que j'ai expliqué juste avant. Ça permet d'extraire des contours. De cette image-là, vous avez des choses comme ça. Et après, c'est agrégé pour avoir une information plus complexe. Donc, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Ils ont proposé de faire ça directement en réseau de neurones. Ils ont fait des extractions de contours, de coins, de contrastes agrégés. De nouveau, des corrélations d'informations visuelles du type forme plus sophistiquée, la queue, la patte, agrégées. Et puis l'objet abstrait, agrégé, et après il y avait une décision d'objet. Si on regarde ce qui était appris par le réseau, finalement, on ne fait pas de la biologie. Je vous rappelle que les neurones qu'on manipule ne sont pas biologiques, et pourtant, ce que le réseau informatique a appris, c'est pas très loin de ce qu'on connaît du cortex visuel des mammifères. Donc là, c'est une question ouverte de pourquoi ça fait ça. Ça concerne une grande partie de la communauté, ça occupe une grande partie de la communauté. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est très intéressant. Probablement que la structure est plus importante que la forme de l'unité. La forme très sophistiquée de l'unité qui semblait être aberrante côté informaticien, enfin la façon simplifiée qu'on en avait, elle porte moins d'informations que la structure. Mais là, je suis filmé, donc je n'irai pas plus loin, c'est encore très très ouvert comme question. N'empêche que voilà ce qu'apprend le réseau. Si vous avez suffisamment de données, le réseau peut apprendre 1000 catégories, les visages d'hommes, de chats, les éléphants, les chaises, les voitures, etc. Et c'est ce que vous avez dans les voitures autonomes aujourd'hui pour détecter les panneaux de signalisation, les piétons, etc. etc. Ces architectures-là, vous voyez, en 2012 sont apparues, et depuis 2016, elles battent l'humain pour reconnaître les objets dans les images. Vous prenez 50 humains, on vous donne une pile de 200 images, on les fournit à l'algorithme, on vous les fournit à vous, l'algorithme commettra moins d'erreurs que la majorité d'entre vous. Donc sur 200 images, vous imagez 10 000 images. Et là, vous voyez le lien avec la thématique de ce soir. Si je donne des images de tumeurs, si je donne des images de radiologie, si je donne des images et que j'ai entraîné ma machine là-dessus, on voit tout de suite apparaître l'enjeu de ces questions-là. Pire que ça, en 2015, il a été démontré une propriété tout à fait étonnante d'un point de vue du résultat, ce qu'on appelle le transfert d'apprentissage. Alors, le rectangle que vous voyez ici, c'est un rectangle qui a été entraîné sur la base dont j'ai parlé juste avant. Les chaises, les éléphants, les bateaux, les vélos, les ballons, pas du tout de données médicales. Et en 2015, il y a une équipe qui, pour le Jeux Olympiques des données médicales, ce qui se passe aussi dans le domaine médical, comme je le disais, pour le son et pour le texte, l'objectif ici était de reconnaître les 7 instruments utilisés dans les opérations, de même que les 7 phases d'opération, les 7 phases ne correspondant pas à chacun des instruments, ça peut être une combinaison d'instruments. Et leur idée, ça a été de dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soumettre ces images-là au réseau précédent, et c'est la sortie du réseau sur lequel on va décider si on est sur tel outil, le crochet, le ciseau, etc., et dans quelle phase d'opération. Donc, ces images-là ont été mâchées par le réseau qui reconnaît les visages, les chats, etc. Et à partir de cette représentation un peu bizarre, eh bien, ils ont gagné 20% sur la meilleure méthode qui s'appliquait à détecter le rouge pour le sang, le gris pour les métaux, etc., etc. Donc en utilisant cette représentation d'image qui était un petit peu comme universelle, on va dire, gros guillemets, ils ont quand même réussi à construire une machine qui était bien au-delà de tout ce qui était dédié au contexte médical. Et là, ça a été la porte ouverte. Et depuis, ça ne fait qu'empirer. Donc nous, on a participé à plusieurs challenges. Ici, c'est un challenge de vision endoscopique. L'objectif étant de détecter les polypes et les phases d'opération de la même façon que dans le challenge précédent. Et donc, je présente ici, non, j'ai masqué l'équipe, je présente ici l'équipe. Il n'y a personne du médical. Personne n'est du médical, on n'est que des informaticiens avec des collègues anglais qui sont aussi informaticiens. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les architectures dont on a parlé juste avant, la même, qui fait les chats, les chiens, les bateaux, etc. On l'a appliqué aux données vidéo de l'image, on l'a appliqué au mouvement qui est repéré dans l'image. Et sur les résultats, l'équipe UCA est la meilleure pour la reconnaissance des phases d'opération. Là, vous voyez poindre les enjeux de cette chose-là. Il y en a tous les jours, on n'est pas les meilleurs partout et il y en a plein auxquels on participe. Évidemment, on l'a appliqué à des données ECG, c'est des choses qu'on a toujours en cours dans le labo. Et donc, on travaille avec des cardiologues du CHU pour essayer de déterminer des pathologies d'ECG. Probablement qu'on va un petit peu temporiser, parce que je vais encore gagner du temps ici. On a proposé des modèles issus d'exactement ce que je vous ai montré avant, la structuration du cortex visuel humain,
Ici, on n'analyse pas des images, on analyse des courbes 1D, la courbe ECG, mais on a fait exactement la même chose que si c'était des images, des pixels, et on a prédit des pathologies. Il se trouve que l'année dernière, il y a ce papier-là qui est sorti d'une équipe de Stanford, qui a proposé un algorithme avec les mêmes structures. Ici, vous voyez un x15, donc vous voyez la taille du réseau. Chaque bloc ici, c'est une couche du réseau. Donc x15, vous voyez des trucs monstrueux. D'ailleurs, pour l'entraîner, ils ont dû avoir des ECG ici de 33 000 patients pour collecter 65 000 ECG. Et ils détectent au niveau des cardiologues, avec une précision au niveau des cardiologues de Stanford, 12 pathologies cardiaques. Donc là, vous voyez l'enjeu de ces méthodes-là. Ici, vous voyez les emails Stanford. Vous avez un email Arithmetic ici. Ça veut dire qu'il y a une start-up qui est associée avec. On les a contactés pour avoir leurs données ou avoir leur réseau, les poids du réseau. Aucune réponse. Ça veut dire que cette start-up-là, elle est certainement en train de construire un algorithme qui va être vendu au CHU, aux hôpitaux aux États-Unis, et pourquoi pas en Europe, et pourquoi pas partout dans le monde, en France. Donc là, il y a un enjeu de souveraineté nationale, comme j'évoquais au début, en discussion avec le Data Hub Science, le Santé Data Hub qui était mentionné avant, pour qu'on construise nos propres algorithmes avec l'aide des cardiologues, de façon à ce qu'on soit souverain. Je prends encore une minute. Donc je vais sauter un certain nombre d'autres travaux qu'on a dans le médical, aussi pour embarquer ces calculs-là dans le CHU et pas les faire à part, pas les faire dans un cloud, mais on travaille sur faire ça dans des plateformes embarquées qui tiennent, ça c'est la taille d'une unité centrale de votre PC à la maison. Et dedans, toutes les petites boîtes vertes ici, ce sont des calculateurs très rapides qui permettent de faire ces modèles-là. Ça prend peu d'énergie, donc ça peut être embarqué à l'hôpital. Je voudrais terminer sur ces deux slides-là. C'est fantastique. Votre santé va être résolue par les algorithmes demain. Évidemment, la vie n'est pas si rose, ce serait très sympa. C'est fantastique, mais en essayant de s'amuser avec ces algorithmes-là, il y a 3 ans, un collègue canadien a essayé de modifier les pixels d'une image de voiture, par exemple, en disant au réseau qui prédisait que c'était bien une voiture, en lui disant non, c'est un avion. Et donc ce qu'il espérait, c'était qu'en forçant le réseau à prédire avion, il allait modifier l'image de façon comme un morphing, vous savez, vous transformez l'image d'un objet dans un autre, il espérait aller vers un avion. Ce qu'il a obtenu, c'est ça. Donc là, c'est un tout petit peu dérangeant. Et donc si je veux l'illustrer mieux, cette image-là, c'est l'image d'un épagnol britannique avec 0,99%, 99,86% de confiance de l'algorithme. Fantastique. Ça marche fantastiquement. Vous rajoutez ces perturbations sur les pixels, ça donne cette image totalement différente, et là ça prédit un tablicat avec plus de pourcentage de confiance. De nouveau, vous perturbez l'image de cette façon-là, encore une fois complètement différente, c'est un trombone, avec une meilleure confiance que même l'épagnol breton. Donc là, vous voyez tout de suite ce que ça veut dire sur le médical. Ça veut dire que cet algorithme-là, je vais lui faire confiance pour savoir si j'ai une tumeur ou pas. Donc, il y a des vraies questions qui sont abordées évidemment par la communauté. C'est les mêmes algorithmes qui vont prédire s'il y a un piéton ou pas, si le feu est au vert ou pas. Donc évidemment, vous imaginez que ça occupe toute la communauté scientifique du domaine sur ces questions-là. De la même façon, je saute, ça c'était sur le son, vous avez des résultats d'exemples adversaires de ce type de perturbation sur le son, vous n'entendez rien, et l'algorithme comprend des choses totalement différentes dans le son. La deuxième menace sur ces méthodes-là, qui sont pourtant aujourd'hui en train d'être poussées partout, c'est les biais. Puisque vous avez besoin d'énormément de données pour entraîner votre réseau, pour faire converger tous vos poids, pour avoir les bonnes connexions, eh bien par exemple, si les données que vous nourrissez, avec lesquelles vous nourrissez l'algorithme, eh bien il trouve qu'un pilote d'avion c'est un homme, quelqu'un qui fait le ménage c'est une femme, un médecin c'est un homme, mais l'infirmier ou l'infirmière c'est une femme, etc. Eh bien, on a démontré qu'en fait, si vous aviez des biais dans les données, ces réseaux s'imprégnant des patterns fréquents, des motifs fréquents, des choses fréquentes dans vos données, ben, ils étaient totalement biaisés, voire pire. Donc vous avez le modèle de Microsoft qui a été mis en discussion automatique sur un chat avec les utilisateurs aux États-Unis et qui est devenu suprémaciste blanc en 24 heures. Parce que finalement,
proférait des insultes à toute phrase et il était devenu particulièrement raciste en 24 heures parce qu'en échangeant avec l'humain, il s'était biaisé. Donc là aussi, sur les données médicales, vous imaginez, si dans mes données, je n'ai qu'une certaine forme de la pathologie, pas de chance, vous êtes dans le cadre rare qui n'était pas dans la base de données, vous êtes foutu. Donc, ils sont magiques, ça va être votre avenir, on travaille dessus. Il faut travailler entre le CHU, entre les gens du médical et les informaticiens animateurs pour que ces choses-là soient résolues. Il y a beaucoup de gens qui s'attaquent au sujet. Et surtout, il faut y travailler ici, parce que sinon, pour les mêmes raisons qui ont été très bien présentées avant sur les économies d'échelle, etc., vous remplacez 14 cardiologues, j'ai le terme anglais, vous remplacez 14 cardiologues par cette chose-là, et vous avez des résultats qui sont même meilleurs que les résultats des cardiologues. Modulo les pieds, ce que j'ai montré. Donc, il faut s'en emparer maintenant, il faut qu'on le fasse ensemble pour qu'on ne soit pas démunis de ces décisions-là. Et sur les données, c'est encore pire. Voilà, j'étais déjà très bien que...